Mes chers compatriotes, l'actualité concerne beaucoup l'Allemagne, les relations franco-allemandes, l'Allemagne dans l'Union européenne. Je voudrais, dans cette vidéo, attirer particulièrement votre attention sur cette information qui a défrayé la chronique le 18 mai dernier, avant-hier, sur cette initiative franco-allemande qui a été annoncée tout à trac par Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel par une visioconférence prenant les opinions publiques un petit peu à l'improviste. Alors, beaucoup a déjà été dit sur cette question et j'ai noté que les européistes de façon générale, les médias plus particulièrement, les médias français, n'ont pas hésité à user de toutes les emphases possibles, de tous les superlatifs pour faire croire aux Français que c'était une information extraordinaire, qu'on assistait à une relance franco-allemande de l'Europe, que c'était maintenant un jour historique. Bernard Guetta, député qui a été journaliste au journal Le Monde, qui est maintenant un député macroniste au Parlement européen dans le groupe Renew, a parlé maintenant que ça y est, on avançait vers l'union politique, que c'était un jour de gloire extraordinaire, l'union politique en Europe. Parmi tant d'informations, le journal Le Monde a affirmé quant à lui carrément que la proposition franco-allemande d'un emprunt européen de 500 milliards d'euros, je cite Le Monde, met fin à un tabou économique pour Berlin, la mutualisation des dettes qu'exigeaient notamment l'Italie et l'Espagne depuis l'apparition de la pandémie. En résumé, ce qu'un lecteur de la presse française peut retenir en ce 20 mai 2020 de l'initiative franco-allemande annoncée par Macron et Merkel peut être résumé par 5 idées principales. Ça, c'est ce que les gens, on veut leur faire croire. Première idée, on veut faire croire aux Français que Macron serait parvenu à tordre le bras d'Angela Merkel et que celle-ci aurait enfin donné son accord au principe essentiel de la mutualisation des dettes. C'est ce qu'écrit le journal Le Monde. Deuxième idée, on veut faire croire aux Français que ce serait la première fois que l'Union européenne s'endetterait. Troisième idée, on veut faire croire aux Français que ce serait une avancée historique, c'est extraordinaire, une avancée dans la solidarité européenne, car l'Union européenne n'attribuerait pas nécessairement à chaque pays le montant qu'il paiera pour rembourser l'endettement en question. Et donc certains paieraient plus qu'ils ne recevraient. Quatrième idée que l'on veut faire croire aux Français, la France sortirait la grande gagnante de toute cette opération. Merci Macron. Et enfin, cinquième idée que l'on veut faire croire aux Français, eh bien, c'est que, en réalité, on irait maintenant, là, l'Europe serait débloquée et finalement, l'Europe fonctionne de crise en crise, des théoriciens de ça, et donc, ça y est, on irait vers cette union politique que réclame Jacques Delors sur l'ère des lampions depuis plusieurs décennies. Alors, je veux revenir avec vous sur ces 5 idées principales que l'on met dans la tête des Français et qui, en fait, sont toutes les 5 des infox, comme on dit en français, des fake news, si l'on préfère. Examinons de près pourquoi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas en lisant la presse française que vous trouverez les analyses que je vais maintenant vous présenter. Première fake news, première infox, on veut faire croire qu'il y aurait une mutualisation des dettes, comme l'a dit le journal Le Monde. Eh bien, c'est faux. Non, il n'y a aucune mutualisation des dettes. Alors ça pose un problème un petit peu technique. Qu'est-ce que c'est que la mutualisation des dettes ? Je vais essayer d'expliquer simplement et clairement un sujet qui est un petit peu technique. Il y aurait une mutualisation des dettes au sein de l'Union européenne si une partie ou tous les États membres de la zone euro décidaient de se regrouper et d'émettre une obligation, un emprunt unique sur les marchés financiers avec la signature de chacun d'entre eux pour garantir le tout. Dans le jargon contemporain,
ceux qui ont réfléchi à cette hypothèse ont parlé d'une obligation européenne, ont parlé de eurobonds et, comme les pays du Nord, je vais en parler dans un instant, refusent systématiquement, ils ont saisi l'occasion de la pandémie du coronavirus pour parler maintenant de corona bonds, c'est-à-dire des obligations qui seraient faites justement pour remédier au désastre économique provoqué par le grand confinement. Et donc pour faire croire que cette catastrophe justifierait une mesure aussi exceptionnelle. Pourquoi ça pose problème ? J'essaie de me mettre à la place de quelqu'un, un Français comme tout le monde, qui n'est pas spécialiste des questions financières et qui ne comprend pas très bien ce qui se passe. Soit dit en passant d'ailleurs, j'ai l'impression qu'un certain nombre de nos dirigeants politiques et même économiques ne comprennent pas non plus très bien ce qui se passe eux-mêmes. La réalité d'une opération de mutualisation des dettes, comme je viens de la décrire, c'est qu'elle bénéficierait aux pays du sud de l'Union européenne et à eux seuls. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont des niveaux de dette publique très élevés et très supérieurs aux critères de Maastricht de 1992 et en général très supérieurs au taux d'endettement des pays du nord de l'Europe, et ils ont une solvabilité qui est jugée faible. Du coup, on songe à l'Italie, on songe à la Grèce, on songe à l'Espagne, on songe un petit peu aussi à la France. Parce que ces pays présentent ces endettements excessifs, ils subissent des taux d'intérêt plus élevés quand ils font enlèvent un emprunt sur les marchés que les pays du nord de l'Union européenne, notamment l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui ont une dette beaucoup plus petite. Et donc ils payent des taux d'intérêt plus élevés. L'idée qui se cache derrière l'idée d'obligations européennes ou de eurobonds ou de corona bonds, c'est une idée où tous les États seraient solidaires les uns des autres et donc dans ce cas-là, il n'y aurait qu'une seule obligation et le taux d'intérêt serait unique. Mais si le taux d'intérêt était unique, on peut anticiper qu'il se situerait quelque part entre les taux d'intérêt très bas dont bénéficient aujourd'hui l'Allemagne et les Pays-Bas et les taux d'intérêt très élevés ou élevés dont pâtit par exemple l'Italie. Par exemple, selon le journal La Tribune, qu'il citait il y a quelques jours, l'Italie, qui a un taux d'endettement très élevé, qui devrait atteindre cette année 160% du PIB, alors que le critère de Maastricht le limite théoriquement à 60%. L'Italie a une signature mauvaise, qui a été classée BBB- par cette agence célèbre qui s'appelle Standard & Poor's. Eh bien, l'Italie, elle emprunte ces jours-ci sur les marchés financiers avec des taux d'intérêt de l'ordre de 1,7 à 1,8%. En revanche, l'Allemagne, dont la dette est beaucoup plus faible et qui a une note beaucoup plus favorable, elle est notée AAA, elle emprunte actuellement à un taux négatif de l'ordre de moins 0,4%. Alors on peut imaginer que des corona bonds, une mutualisation des dettes, obtiendrait un taux médian, par exemple, de l'ordre de 0,5 ou 0,6%. Cette mutualisation des dettes permettrait donc à des pays en difficulté financière, comme la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, d'emprunter des sommes considérables et à des taux plus bas que s'ils le faisaient tout seuls. Au lieu de payer 1,8, l'Italie paierait 0,6. Alors on comprend bien l'intérêt des pays du Sud. Mais l'intérêt des pays du Nord, et notamment l'Allemagne et les Pays-Bas, leur intérêt est exactement l'inverse. Et pour deux raisons essentielles. D'une part, parce que s'ils donnaient leur accord à cette mutualisation des dettes, l'Allemagne, au lieu de payer moins 0,4, comme je le disais tout à l'heure, devrait payer, comme l'Italie, 0,6. Donc, en se montrant solidaire de l'Italie, elle serait obligée de payer un taux d'intérêt nettement supérieur à ce qu'elle pourrait faire si elle faisait ça toute seule. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce sont quand même les contribuables allemands qui seraient de leur poche. La deuxième raison fondamentale, c'est parce que les Allemands ou les Néerlandais, pour ne citer qu'eux, n'ont qu'une confiance des plus limitées dans la capacité des pays du sud de l'Europe à respecter leurs engagements financiers. Ils ont d'ailleurs des raisons de le penser, puisque ça fait des années et des années
que les pays du Sud ne respectent pas les critères de Maastricht, qu'ils ont des déficits géants, qu'ils ne se réforment pas comme l'exigent l'Allemagne et les Pays-Bas, etc., etc. Or, les Allemands et les Pays-Bas savent que s'il y avait cette mutualisation des dettes, eh bien, ils pourraient être contraints juridiquement de rembourser la partie des dettes souscrites par l'Italie ou par la Grèce ou par l'Espagne si ces deux pays, d'un seul coup, refusaient de payer. On comprend dans ces conditions pourquoi il y a une coupure qui est apparue entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Je voyais Jean-Luc Mélenchon, la gauche, etc., fustiger les pays du Nord en disant que c'est un manque de solidarité. Ben oui, mais c'est une solidarité à sens unique qu'on leur demande. Les 11 États qui ont réclamé des eurobonds et maintenant des corona bonds sont presque tous des États du sud de l'Europe. Il y a la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, et alors la Belgique, l'Irlande et le Luxembourg, qui ne sont pas du sud mais qui sont un peu assimilés. Il y a également la Slovénie, Chypre et Malte. Ils appartiennent quasiment tous à l'Europe du Sud, et en tout cas ils sont tous plus ou moins affectés, peut-être à l'exception du Luxembourg, par la cherté de l'euro par rapport à la compétitivité de leurs économies respectives. En revanche, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Danemark sont évidemment hostiles à cette idée de mutualisation des dettes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que compte tenu du poids des économies concernées, des besoins de financement pour surmonter les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, on pourrait imaginer de voir les 19 États membres de la zone euro lancer une obligation européenne, ou des corona bonds, pour des sommes absolument considérables. Pour des sommes de 3 000, 4 000 milliards d'euros, je n'invente rien. Le groupe EELV au Parlement européen a lancé une proposition pour un endettement de 3 750 milliards d'euros, avec bien entendu une solidarité à la clé. Vous imaginez la position des Allemands ou des Néerlandais qui se disent qu'ils vont, s'ils acceptaient cette mutualisation des dettes, eh bien ils accepteraient éventuellement, si par exemple l'Italie, dans un appel de fonds de 4 000 milliards d'euros, demandait 800 ou 1 000 milliards d'euros, et si l'Italie ne payait pas, les Allemands devraient payer les 800 ou 1 000 milliards d'euros que les Italiens ne rembourseraient pas. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer clairement, un sujet un petit peu compliqué, mais j'ai essayé de vous expliquer clairement cette mutualisation des dettes et pourquoi les pays d'Europe du Nord, Allemagne, Pays-Bas, en tête, la refusent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette initiative franco-allemande ? Eh bien, c'est un tour de passe-passe. C'est encore une manipulation de Macron qui est derrière. Il ne s'agit pas d'une mutualisation des dettes, il ne s'agit pas que les États se rassemblent pour lancer un emprunt collectif. Non, 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 non. C'est tout à fait autre chose. Il s'agit que ce soit l'Union européenne, par l'intermédiaire de la Commission européenne, qui s'endette de 500 milliards d'euros, ce qui est une somme très importante, mais qui est quand même nettement moins importante que les 3 à 4 000 milliards d'euros que réclame le groupe EELV au Parlement européen, d'ailleurs, qui a protesté. Et ce qu'il faut bien donc comprendre, c'est que la Commission européenne va s'endetter, si cette proposition franco-allemande est acceptée, de 500 milliards d'euros qui seront remboursés dans, on ne sait pas trop, j'ai vu dans 20 ans, dans 30 ans, et qui seront remboursés par qui ? Qui sera remboursé par qui ? Par les États. Et en fonction de quoi ? En fonction d'une clé de répartition qui a toute chance d'être la clé de répartition de leur participation au financement de l'Union européenne. Donc ce n'est absolument pas une mutualisation des dettes. Ça veut dire que l'Allemagne, par exemple, prenant à sa charge après le départ de l'Union européenne du Royaume-Uni, maintenant elle prend à sa charge peut-être 24 ou 25% du financement de l'Union européenne, eh bien ça veut dire qu'elle devra rembourser 100 ou 125 milliards d'euros dans 20 ans. Mais elle ne va pas rembourser toutes les sommes qui seraient empruntées, par exemple, par l'Italie. Alors, c'est le premier point. En réalité,
cette initiative, c'est un trucage du langage. C'est une farce. On a voulu faire croire aux Français que Macron avait obtenu une mutualisation des dettes, c'est même ce que Le Monde ose écrire, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une augmentation de 500 milliards d'euros du budget de l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est déjà beaucoup, ça fait quand même trois fois le budget annuel de l'Union européenne. C'est une augmentation de 500 milliards d'euros du budget annuel de l'Union européenne et qui sera dépensée sur plusieurs années et qu'on commencera à rembourser dans 20 ou 30 ans. Voilà ce dont il s'agit. C'est une augmentation du budget de l'Union européenne qui ne dit pas son nom. Deuxième idée fausse que l'on a voulu mettre dans la tête des Français, ce serait la première fois que l'Union européenne s'endetterait. Alors ça c'est faux. Le journal Les Échos d'ailleurs du 19 mai l'a rappelé. Ça n'est pas fréquent, mais chaque année l'Union européenne s'endette un petit peu. Elle l'a fait à hauteur de 5 milliards d'euros en 2018, à hauteur de 450 millions, je crois, d'euros en 2019, notamment pour des actions vis-à-vis d'un certain nombre de pays étrangers. Alors, ça reste modeste, mais en termes de principe, ça n'a donc rien de nouveau. L'Union européenne s'est déjà endettée. La Commission européenne devrait s'endetter. Troisième idée fausse, on a mis dans la tête des Français que ce serait une avancée historique phénoménale dans la solidarité européenne parce que l'Union européenne, elle s'endetterait et elle n'attribuerait pas nécessairement à chaque pays le montant que chacun de ces pays devra rembourser. Quand on entend ça, on se dit c'est une plaisanterie. C'est le principe même de l'Union européenne depuis 63 ans. Ça fait 63 ans que le budget de l'Europe, de l'Union européenne, du marché commun d'abord, de l'Union européenne ensuite, est abondé par, au début 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28, puis 27 États. Et vous le savez, si vous m'écoutez depuis des années, que parmi les États membres de l'Union européenne, il y en a qui donnent plus qu'ils ne reçoivent, ce sont les pays contributeurs nets, et d'autres qui reçoivent plus qu'ils ne donnent, ce sont les pays bénéficiaires nets. Donc ça n'a strictement rien de nouveau qu'il y ait une solidarité de cette nature. Il y a des pays qui donnent plus qu'ils ne reçoivent. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie en tête. Voilà. Donc dire que ce système, qui n'est jamais, je l'ai analysé en premier, qu'une augmentation du budget de l'Europe, de l'Union européenne, financée par un emprunt remboursable dans 20 ou 30 ans, ça n'est jamais que ça en définitive, eh bien, ça n'introduit aucune nouveauté. Quatrième information fausse. On veut faire croire aux Français que grâce à Macron, la France serait la grande gagnante de cette énième relance européenne. Non, non, non. La France ne serait pas la gagnante de cette opération, dont le coût final pourrait au contraire être très élevé pour notre pays. Je vais essayer d'être clair. Depuis le départ du Royaume-Uni, la France supporte maintenant à peu près 20% du budget européen. Si la proposition Macron-Merkel voit le jour, et si l'Union européenne s'endette de 500 milliards d'euros, et si on conserve les clés de répartition du financement, ça veut dire que dans 20 ans ou dans 30 ans, les Français devront payer, nos enfants, nos petits-enfants devront payer en gros 20% de cet endettement, c'est-à-dire 100 milliards d'euros. Revenons aux chiffres. Il est question que l'Union européenne s'endette de 500 milliards d'euros. Je rappelle qu'il y a 27 pays. Si vous divisez 500 par 27, ça fait une moyenne de 18 milliards d'euros en moyenne par pays. Alors j'ai bien compris qu'il n'y aura pas 18 milliards d'euros pour chaque pays, mais qu'on donnera plus aux pays qui sont les plus touchés. Par exemple, on donnera sans doute plus à la France, à l'Italie ou à l'Espagne. Et on donnera moins
à des pays de l'Est où il y a eu beaucoup moins de morts. D'accord. Mais je doute que l'on donne 100 milliards d'euros à la France. On donnera peut-être 50, 60, 70 milliards. Je vous ai dit, si vous avez bien suivi, que les Français, si la clé de répartition est celle de notre participation au budget de l'Europe, puisqu'il s'agit d'une augmentation du budget de l'Europe, ça veut dire que dans 20 ans, nos enfants, nos petits-enfants devront rembourser 100 milliards d'euros avec comme seul bénéfice d'avoir touché aujourd'hui, pour les mois et les 2 ans qui viennent, peut-être 50 milliards d'euros. C'est un désastre financier. L'initiative franco-allemande lumineuse de M. Macron risquerait de nous coûter quelques dizaines de milliards d'euros en pure perte à nos descendants dans 10 ou 20 ans. J'ajoute d'ailleurs qu'il se trouve que ce sont les pays du Sud qui ont été le plus touchés par l'épidémie, notamment l'Italie, la France et l'Espagne. Les pays de l'Est, eux, sont moins touchés, beaucoup moins touchés. Il se trouve que la France est le deuxième principal contributeur net après l'Allemagne, et avec 8-9 milliards d'euros par an donnés à l'Union européenne de plus que ceux que l'on reçoit, mais que l'Italie vient juste après avec 7 milliards d'euros. Et que l'Espagne, qui était pendant très longtemps bénéficiaire net, ne l'est plus. Avec le système que nous avons, les principaux bénéficiaires risquent d'être aussi ceux qui seront les plus amenés à payer. Et je suis bien persuadé que les pays de l'Est qui sont bénéficiaires nets et qui n'ont pas beaucoup eu de morts lors de cette affaire de pandémie ne seront absolument pas d'accord pour payer davantage au budget européen pour faire bénéficier des grands pays comme l'Italie ou comme la France ou comme l'Espagne. Enfin, 5e idée fausse. On a mis dans la tête des Français que cette initiative franco-allemande a marqué le début d'une espèce de résurrection. C'était l'arrivée d'une union politique européenne. Comme si, simplement parce que Mme Merkel et M. Macron seraient tombés d'accord tous les deux, comme si d'un seul coup tous les autres allaient dire amen et se coucher. C'est faux. D'ailleurs, dès le soir même, il y avait un article dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le grand journal économique et conservateur et libéral allemand, de 22h48, je crois, le soir même, qui relayait des dépêches venues d'Autriche et qui nous apprenait que 4 pays ont déjà dit non à l'initiative de Macron, une initiative qui requiert l'unanimité. Donc nos éditorialistes eurolâtres, ultra-européens, n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'extasier de ce qu'ils ont présenté comme un nouveau départ franco-allemand pour l'Europe. À peine avait-il fantasmé sur le fait que l'Europe ne progresse que par les crises, à peine avait-il lancé avec enthousiasme que cet accord Macron-Merkel était une sorte de théophanie, diraient les religieux, de phénomène d'apparition divine, quelque chose qui révélerait l'arrivée imminente d'une union politique, à peine avait-il écrit ça pour le public français que le réel leur est lourdement retombé dessus. Car nos européistes, dans leur frénésie, sont vraiment étourdis. Ils semblent avoir oublié un peu vite un certain nombre de points fondamentaux. Premièrement, ce genre de grandes décisions sur le format du budget de l'Union européenne se prend à l'unanimité des États membres. Pof, il y en a déjà 4 qui ont dit non. Deuxièmement, l'Union européenne ne comporte pas 2 États, mais 27. Troisième idée que nos européistes ont oubliée. Parmi les 25 autres États, à part la France et l'Allemagne, qui ont assisté à ce duo, il faut savoir que la plupart d'entre eux ne supportent plus
mais alors plus du tout, la rengaine du couple franco-allemand qui ferait la pluie et le beau temps dans les institutions européennes. D'ailleurs, comment réagiraient les dirigeants français, l'opinion publique française, s'ils devaient entendre dire à intervalles irréguliers, par exemple, que le couple germano-polonais a décidé ceci et que tout le monde est prié de suivre le mouvement, ou bien que le couple italo-espagnol a lancé cela pour le devenir de l'Union européenne? Est-ce que nous nous plierions de bonne grâce aux injonctions d'un couple suédo-finlandais sur le devenir de l'agriculture européenne, ou bien sur une initiative du couple magyaro-polonais sur la nouvelle politique migratoire de l'Union européenne? Tout ça, c'est de la blague. J'ai déjà eu maintes fois l'occasion de souligner que le couple franco-allemand est très largement un mythe qui remonte au début des années 60 et qu'il est ressassé comme un mantra tibétain par les dirigeants politiques français sans aucune imagination qui refusent de voir en face ce qu'est devenu la construction européenne, une construction à 27 États, vue de Bucarest, de Sofia, d'Helsinki, de Copenhague, de Stockholm, de Rome, de Lisbonne, de Madrid, d'Athènes, de Zagreb, de Ljubljana, de Vienne, de La Haye. Eh bien, on n'entend pas se plier devant la décision annoncée à grand son de trompe par Mme Merkel et M. Macron. D'ailleurs, autre chose qu'il faut rappeler, c'est que parmi les 25 autres États, certains sont vent debout depuis des années sur toute augmentation du budget de l'Union européenne. En particulier les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l'Autriche, qui font justement les 4 pays qui ont dit non tout de suite, parce qu'ils ont bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une mutualisation des dettes, que d'ailleurs ils refusent aussi. Ce qu'ils ont compris, c'est qu'il s'agissait, sous un faux nez, derrière un masque, il s'agissait en fait d'augmenter le budget de l'Union européenne alors qu'ils le refusent. Voilà la raison pour laquelle ils ont dit non. Alors, je citerai les déclarations faites par le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qu'il a fait à Vienne le soir même. Voilà ce qu'il a dit. J'ouvre les guillemets. Il a dit « L'Autriche maintient sa position selon laquelle des prêts remboursables de l'Union européenne et aucune subvention ne devraient être accordés aux pays en crise. Nous continuerons à faire preuve de solidarité et à soutenir les pays les plus touchés par la crise du coronavirus, mais cela doit se faire par des prêts et non par des subventions. » Ça veut dire qu'il refuse en fait cette augmentation du budget de l'Union européenne qui ne dit pas son nom. Et comme il refuse aussi la mutualisation des dettes, il s'en tient aux propositions qui ont été faites récemment de 750 milliards d'euros avec le mécanisme européen de stabilité. J'ajoute que le chancelier autrichien a également précisé sur Twitter qu'il s'était entretenu de cette question avec les chefs de gouvernement du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, et donc il a conclu « Notre position reste inchangée ». En bref, 4 pays, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, ont déjà dit non à cette initiative franco-allemande qui requiert l'unanimité. Sans compter que d'autres États pourraient se joindre à ce refus, soit parce qu'ils sont sur la même ligne de rigueur financière que ces 4 premiers pays, on songe notamment à la Finlande et peut-être au Luxembourg, soit parce qu'ils auront compris le jeu de dupes que cela recouvre. Un certain nombre de pays contributeurs nets au budget de l'Union européenne, comme l'Italie par exemple, va se poser des questions. Parce qu'on lui dit à l'Italie on va avoir une initiative de 500 milliards d'euros, mais les Italiens vont comprendre qu'au bout du compte, puisqu'ils sont contributeurs nets, c'est eux qui paieront dans 20 ans. En bref et en conclusion, les Français, il suffit de voir la presse française qui a une distance critique et quasiment nulle et qui encense Macron sur cette question d'une façon qui n'est pas acceptable. Il suffit de comparer
la presse française, avec par exemple la presse néerlandaise. J'ai regardé le Het Financiële Dagblad, qui est le grand journal financier néerlandais. Les articles dedans sont des articles au vitriol et qui démasquent le système, alors que nous, en France, on a même un journal comme Les Échos ne fait qu'une analyse extrêmement superficielle. En réalité, on a affaire à qui? On a affaire à Madame Merkel, qui a annoncé qu'elle quitterait le pouvoir à la fin de cette année. Son truc à elle, c'est qu'à partir du 1er juillet, l'Allemagne va exercer la présidence de l'Union européenne. Tout sera dans les mains de l'Allemagne, soit dit en passant. Donc elle veut elle veut terminer son passage au pouvoir en laissant l'image d'une grande européenne. Donc elle a lancé cette affaire, mais Madame Merkel n'est pas sotte. Elle sait très bien que la probabilité que cette affaire débouche est quand même très faible, et elle sait surtout qu'elle a préservé l'essentiel. Il n'y a pas de mutualisation des dettes. Je pense que les élites allemandes, quand ils lisent la presse française, doivent avoir sur notre pays un regard à la fois assez narquois et peut-être un peu méprisant. Ils doivent se dire qu'on est en train de raconter des salades aux Français comme quoi on aurait obtenu la mutualisation des dettes, alors que ça n'est absolument pas ce dont il s'agit. En fait, Madame Merkel, je rappelle aussi au passage que depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis, je crois, la décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe de 2009, Madame Merkel est tenue de tenir compte très régulièrement, même presque heure par heure quand il y a des négociations, elle est tenue de parler et de solliciter l'avis du Bundestag lorsqu'il y a des négociations internationales et tout spécialement des questions européennes. Un journal récemment le faisait d'ailleurs remarquer que lors des sommets européens, on voit souvent, paraît-il, Madame Merkel s'absenter pendant un quart d'heure puis revenir à la table des négociations parce qu'elle a dû téléphoner au président des groupes du Bundestag pour bien vérifier qu'ils sont d'accord avec ce qu'elle va proposer. C'est une des contraintes qui a été fixée par le tribunal de Karlsruhe. Donc l'Allemagne ne fonctionne pas du tout comme la France. Nous, en France, on croit que parce que Macron a décidé ça, l'Allemagne va décider de la même façon et que tout le monde va obéir. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que les choses vont se passer. Madame Merkel, elle a voulu changer un petit peu d'image. Elle sait que dans un an, elle ne sera plus à la chancellerie. Du moins, elle a annoncé qu'il souhaitait quitter le pouvoir. Elle souhaite finalement laisser les choses désagréables à son successeur ou à sa successeur qui la remplacera à la chancellerie. Mais elle n'est pas allée jusqu'à brader les intérêts les plus fondamentaux de l'Allemagne. Elle n'a pas accepté la mutualisation des dettes. Elle a donc bien verrouillé ce que serait le risque maximum que pourrait prendre l'Allemagne dans toute cette affaire d'augmentation du budget, sachant qu'elle sait que les Pays-Bas, l'Autriche et les autres pays que j'ai cités vont probablement réduire comme peau de chagrin cette initiative. Quant à Macron, tout le monde sait ce qu'il faut penser de Macron. Macron est là pour s'agiter, pour se mettre en avant, pour faire des effets d'annonce, pour lancer des projets. Peu lui importe que 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois après, plus personne n'en parle. D'ailleurs, plus personne ne parle de quantité de projets que Macron avait lancés. Il me traverse l'esprit là en ce moment, par exemple, de cette grande initiative que Macron devait prendre avec Donald Trump sur le coronavirus. Ça fait partie des innombrables projets, initiatives que Macron avait lancés. Macron avait d'ailleurs aussi lancé l'initiative des Corona Bonds. Il s'était heurté à un os. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire d'initiative franco-allemande. Excusez-moi que ce soit un petit peu long, un petit peu technique, mais si nous, à l'UPR, nous ne sommes pas précis et techniques pour expliquer aux Français ce qui se cache derrière, qui va le faire? Parce que derrière toute cette affaire, il y a toujours et toujours les grands partis européistes et les grands médias qui veulent faire croire aux Français que l'Europe avance et que l'Europe est importante pour nous aider. J'espère vous avoir montré que l'Europe non seulement n'avance pas, mais qu'elle est nocive pour nos intérêts. Vive la République
et vive la France. Je reviens un instant parce que je venais à peine de terminer l'enregistrement de la vidéo avec Fabien Séma dans les locaux de l'UPR TV qu'une information est tombée et que nous avons apprise et qui vient donner une illustration complémentaire à tout le propos que je viens de tenir. On a appris en ce 20 mai 2020, il y a quelques minutes, que le Premier ministre néerlandais, qui s'appelle Mark Rutte, a tenu une conférence de presse pour expliquer que les Pays-Bas, l'Autriche du chancelier Kurz dont j'ai parlé tout à l'heure, le Danemark et la Suède, c'est-à-dire ces 4 pays que certains surnomment les 4 pingres ou les 4 frugaux, eh bien, que ces 4 pays avaient décidé de présenter un contre-plan au plan de Mme Merkel et de M. Macron, un plan où on demanderait beaucoup plus de garanties pour les pays bénéficiant d'une aide. Et on demanderait aux pays bénéficiant d'une aide qu'ils adoptent des réformes. Et ils veulent également que cette aide prenne la forme de prêts et non de subventions. Alors, décidément, l'information se bouscule. Mark Rutte, donc le Premier ministre néerlandais, a fait une conférence de presse qui montre au passage à quel point les 4 pays en question, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, en ont assez, mais plus qu'assez, du prétendu couple franco-allemand. Et donc ils ont fait une conférence de presse pour faire une espèce de bras d'honneur, en fait, à Macron et à Mme Merkel. Mais plus à Macron, parce qu'en fait ils savent très bien que Mme Merkel est de leur côté. Et Mme Merkel a un jeu beaucoup plus politiquement vicieux, puisqu'elle a fait semblant, je le disais tout à l'heure, d'être d'accord avec Macron, sachant qu'il y aurait l'obstacle des 4 frugaux, comme on les appelle. Alors, Mark Rutte a donc fait cette conférence de presse et il a dit, je le cite, « Nous aussi, nous travaillons également à une suggestion. Merkel et Macron ont apporté une contribution pertinente aux discussions. » C'est un enrobage diplomatique. Il a précisé qu'il n'y avait pas de date précise pour la publication du plan de ces 4 pays, mais il a ensuite indiqué, je le cite, « Nos propositions indiqueront très clairement que si vous faites une demande d'aide, vous devez mettre en œuvre des réformes de grande envergure afin de pouvoir assurer votre autonomie la prochaine fois. » Des réformes de grande envergure. Et il a conclu en disant « La question est vraiment pourquoi les pays du Sud ne sont pas en mesure d'investir autant dans l'économie que nous. » Voilà. Alors ça, je voulais absolument rajouter ça en dernière minute à cette vidéo que je viens de faire tout à l'heure pour montrer qu'il n'est moins que jamais question d'unité politique. Les fantasmes de nos éditorialistes européistes sont ridicules. En fait, la zone euro et l'Union européenne est en train de se fracasser sur des mentalités, des civilisations différentes, des histoires, des rapports avec le tissu économique, avec l'histoire politique, l'histoire syndicale, des consensus ou des dissensus sociaux, des traditions religieuses, etc., qui fait que on ne peut pas transformer un Italien en Néerlandais ou en Batave, et réciproquement, que ce sont des peuples qui ont des visions totalement différentes les unes des autres. Alors, c'est très intéressant ce qui vient de se passer parce que, à force que Macron croit que tout le monde se plie devant lui et devant Mme Merkel, il vient de se reprendre un retour de flamme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces 4 pays, certes ce sont des plus petits pays, mais enfin Pays-Bas plus Suède plus Danemark plus Autriche, c'est quand même significatif en termes de PIB global. Mais il faut bien voir qu'il y a d'autres États derrière qui en fait sont plus ou moins secrètement d'accord avec eux, à commencer bien sûr par l'Allemagne. Voilà ce que je voulais dire. On va voir la suite des événements. Elle risque de ne pas être triste, si j'ose dire. On va voir ce qui va advenir de cette fameuse initiative macrono-merkelienne. Bien à vous. Vive la République et vive la France.